Bonjour. Je ne me rends pas compte que le résumé de sommaire de cette réunion pendant 2 jours, c'est l'évolution, révolution. Merci. Merci bien de votre attention. Janice, c'est une merveilleuse introduction. J'aurais voulu que ma mère soit là pour l'écouter. Ça a été une période bizarre pour moi depuis 2 ans, depuis que j'ai démissionné comme président PDG du centre du New Jersey. C'est une période de réflexion, d'introspection et pensant aux décennies et comment ça s'est vite passé. Et j'ai 2 réflexions à partager. D'abord, le genre de travail qu'on fait, nous. Les travaux qui nous occupent tous les jours. Combien de gens que vous connaissez et les valeurs personnelles et sociales sont définies conformes à leur travail professionnel. La plupart des gens ne peuvent pas faire cela. Pouvoir ça, c'est vraiment quelque chose. Vous aurez l'occasion de vous éloigner un peu, de réfléchir. Mais faut y prendre plaisir maintenant. C'est très spécial. Deuxièmement, j'aimerais faire une observation sur la vision vous avez discuté, les arts sommaires, comme l'opéra, les orchestres, etc. C'est mort pas du tout. Il y a des preuves de l'autre côté aussi, mais il y a des problèmes de santé. Et on ne peut pas éviter le fait qu'il y ait des problèmes de santé. Et que ce que je voudrais discuter avec aujourd'hui, c'est plutôt pas les problèmes de santé, mais pourquoi il est important de résoudre ces problèmes de santé pour que notre secteur puisse continuer à desservir les gens de nos communautés. 2 histoires que je vous raconte. D'abord, c'est heureux, c'est élevant, Bernice Thompson. Bernice, c'est une femme afro-américaine qui a 80 ans. Elle était, quand cette histoire s'est déroulée, elle avait 72 ans peut-être, et à la fin de la première saison de notre centre de New Jersey, nous avions, comme vous le travaillé pour une installation, ouvrir l'installation à toute allure pour l'ouvrir, l'inaugurer à temps. Nous avons maîtrisé, nous croyons, ce qu'il fallait pour gérer les architectes et la construction et la relève de fonds. Et on avait le temps de se féliciter parce qu'il fallait maîtriser comment diriger l'installation. Et nous avons appris au fur et à mesure. Nous avons raté quelque chose, bien sûr. Il fallait 45 minutes pour acheter un billet au téléphone, mais à la caisse. Mais la plupart des choses, on a résolu. On a une bonne première saison, pas de vol de voiture, il n'y avait pas de problème de réservation. C'est un grand succès. Mais je peux vous dire, nous étions épuisés. Nous avions épuisé, tout à fait épuisé. Et puis, quand on s'est rendu compte, en juillet, que nous n'avions jamais réuni tout le personnel pour parler de ce que nous avons fait ensemble. Donc, nous avons rassemblé le personnel au Théâtre Victoria et 500 places. Et nous avons eu les gens qui parlaient, des métriques on a vendu tant de places, tant de billets, 73% du programme. On avait prévu au budget 70%, c'était une très bonne chose. Tout ce genre de choses. Je suis sûr que les gens qui c'était ennuyeux à mourir. Puis quelqu'un a eu l'intelligence d'ouvrir la salle, à inviter tout le monde à prendre la parole. Et je me souviens de Naïma Boulou, une femme qui s'est levée pour dire
J'étais à l'école secondaire quand vous construisiez le centre et je passais par le site de construction de l'emplacement aujourd'hui, tous les jours, et je me demandais si je pouvais travailler là un jour. Et là, voilà, associé au département de l'éducation. Elle venait d'achever une première année, c'était d'autres histoires. Mais au moment où personne n'avait oublié le moment où c'est que lorsque Bursty Johnson se levé et Bernice a dit j'habite à Newark toute ma vie. J'ai travaillé au système public d'éducation. J'ai été promu aussi au poste principal adjointe. J'aimais mon travail, ma ville, mais depuis 15 ans. Quand on me demande d'où je viens, je dis le nord du New Jersey. Je suis jamais allé au centre-ville parce qu'il n'y avait aucune raison de me rendre au centre-ville. Bernice a dit que le Centre des Arts lui a donné raison de venir au centre-ville et pour lui permettre de se faire partie de la ville, d'être fier de la ville. Elle adorait jamais qu'il y ait les gens qui n'étaient pas venus à New York depuis des décennies pour lui montrer le centre, leur montrer leur place. Cette femme n'avait pas encore vu une présentation, mais sa vie était changée profondément par les arts. Deuxième histoire, c'est épouvantable, tragique et écœurant. Dans le centre Ivy Hills de New York, une école élémentaire, l'école Mount Vernon. Et si vous y rendrez cette partie de New York, vous étiez parachuté. Vous ne croyez pas que vous trouvez dans un quartier ouvrier sympathique, de bonnes rues. Une nuit, en août 2008, il y avait 4 enfants, bons enfants, universitaires, première génération de la famille, allés au collège, qui étaient assis dans un jardin à l'école Mount Vernon et dans la cour. 3 types armés ont menacé les enfants et tiré dessus, 4 balles dans chaque tête. Il y a 2 ans, ceux qui ont travaillé depuis 10 ans, on faisait des programmes près de on sait tout. Comment absorber ça? Une fille a survécu par miracle, identifié les tireurs. Ils étaient arrêtés, mais il y avait pendant 32 jours, 400 enfants descendaient par traverser ce champ de tir. Qu'est-ce que vous en faites? Les travailleurs sociaux étaient venus, des experts de l'hôpital, des hôpitaux, des enseignants sont venus pour conseiller les enfants. Et il y avait un programme de thérapie dramatique qui s'est passé 17 fois en 30 jours. Et c'était pas une année scolaire facile pour Mount Vernon. Mais ils ont survécu, ils ont résisté. Le programme de thérapie dramatique était l'unique chose la plus efficace pour faire passer ces enfants de 8e année par une année scolaire dans ce cadre. Je suis fier de vous dire que ce programme de thérapie dramatique est exécuté en une semaine par le département des éducations des arts à notre centre du New Jersey. Je vais parler de 3 thèmes aujourd'hui. Comment les œuvres peuvent changer la société et les particuliers comme Bursty Johnson et comment les arts peuvent changer les villes. Peut-être pour vous, et étant donné l'esprit que je ressens dans cette salle et au dîner hier soir, je ne sais pas si notre expérience peut se répéter ailleurs. Et bien sûr, les faits sont différents, mais il y a quelque chose pour vous que vous allez trouver utile en dirigeant vos propres groupes artistiques dans vos établissements. Alors, premièrement, les arts et la société, je vais définir ceci dans quelques secondes ici. Comme maintenant que je suis responsable d'une institution, je peux vraiment être très, très franc.
Alors, il y a de la diversité ici. La diversité, ça dépasse la notion de race. Mais je veux parler de race maintenant à New York. New York, c'est une ville qui dans plus de 50% sont africains-américains. Et alors, les autres sont des latinos. Dans ce cas-là, cela compris 20 ou 30 races de l'Amérique centrale ou du Sud. Alors, ce qui n'est pas latino ou noir, je veux dire, eh bien, c'est peut-être 15% de blancs. Alors, les Portugais trouvent beaucoup d'origine portugaise. Mais alors, tout ce que vous pouvez utiliser ici pour les mesures, le crime, que ce soit que le crime, que ce soit les problèmes ici, eh bien, c'est très, très bas à New York. Alors, voilà. Alors voilà ce qu'on a quand même. C'est le gouverneur Elysée qui a été à l'origine de l'idée de construire un centre des arts. Et le gouverneur Kane, c'est un des grands leaders du New Jersey, gouverneur dans les années 80. Et il voulait un grand centre artistique à New York. Et c'était une chose ici que nous n'avions plus aux États-Unis non plus. Alors, un républicain libéral, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu dire. Et alors, il était vraiment résolu que ce centre serait construit dans la ville qui, en 1967, avait donc une rébellion raciale, des émeutes. Alors, qui c'est qui a tiré? Eh bien, c'était les gardes nationaux. Et il y a 23 personnes ici qui ont été tuées. Depuis cette époque-là, 67, le terme New York et émeute raciale ici, ça ensemble. Alors, c'est absolument étonnant. Et peut-être une idée très vraiment bizarre de construire un centre artistique. Quand j'étais à Carnegie Hall comme étant un des premiers employés pour essayer de trouver une solution, il y a deux choses ici qui me sont apparues clairement. Premièrement, et alors, autant éviter un scandale financier. Peut-être c'est difficile à comprendre pour vous, mais à New Jersey, vous savez, il y avait eu certains de ces problèmes-là. Mais l'autre chose pertinente, c'est qu'il a fallu que nous résolvions cette chose raciale qui pourrait vraiment saper tout cet effort. Alors, Tocqueville l'a dit dans les 1830, et c'est vrai aujourd'hui, c'est les races. Alors, continue à être un problème non résolu aux États-Unis. Et alors, on était confronté à deux critiques. Les gens des banlieues ont dit qu'ils adoraient avoir un grand centre, comme une académie de musique, etc. Mais à New Jersey, si vous pensez que tout le monde va aller à New York, alors vous êtes cinglés. Et les gens de New York disaient, voilà. Alors, c'est un autre scandale de la banlieue. Alors, c'est pour les banlieusards de cela. Alors, lorsque j'ai fait de la recherche pour le livre que j'ai écrit, j'ai trouvé une citation et j'ai dit dans le Wall Street Journal, lors de l'ouverture, on a dit premièrement, je me préoccupais que les banlieusards ne viendraient pas. Et puis ensuite, je me suis dit, non, ce sont les seuls à venir, finalement, ce centre. Alors, ce double problème doit être résolu. Et la clé de la solution, c'est de savoir que ce centre des arts, ici, de toute perspective, ne pouvait plus simplement à New York, il devait également sortir des confins de New York. On a élaboré des stratégies multiples afin d'aboutir à ce résultat. Et à partir de la choix du plan, de permettre aux rues de New York, ici, qui passeraient par le centre artistique sans construire un campus, une forteresse, ne pas laisser la structure ici se conformer à la paranoïa et au racisme depuis les émeutes. Des forteresses, c'est ce qu'on construisait. Vous voyez, maintenant, c'est formidable, c'est transparent, il y a beaucoup de verre. Vous voyez, le matériau, ce n'est pas de marbre, ce n'est pas du calcaire. Ici, comme le reste de New York, c'est les mêmes matériaux. Et de l'intérieur à l'extérieur, alors il s'agit, c'est très maternel, c'est pour accueillir les gens. Il ne s'agit pas. Alors, les tragédies. Alors, se ramener à savoir comment est-ce que vous pouvez y arriver, comment est-ce qu'on faisait la reconstruction. Alors, nous avons créé 1000 jobs, 1000 postes ici.
Et c'est unique aux États-Unis. Tout le monde se vante, l'action affirmative, tout le monde dit qu'ils ont un contrôle sur le bâtiment. Non, non, à moins que vous preniez des mesures très dures. Alors, nous avons embauché quelqu'un, c'est pour assurer qu'il se contrôle. Il fallait faire en sorte que les 56 sous-traitants qui ne se conformaient pas aux exigences de l'action affirmative ici avaient beaucoup d'infractions. Alors, et s'ils n'allaient pas respecter les chiffres, eh bien, ils allaient être exclus. Et voilà, il y en a un qui a été exclu, qui a été renvoyé, et puis ça a donné c'est un bon exemple pour tous les autres. Alors, la stratégie d'embauche, non pas les gardes de sécurité, mais jusqu'au vice-président. Alors, je suis fier de dire que nous avons étudié ça tous les gens au centre statistique et nous avions toujours 50, 70 employés. Il y a 50% toutes les années étaient des Blancs. Et puis, par exemple, les travailleurs de la Seine ici fortement donc syndiqués. Et nous avons dit aux syndiqués, soit vous intégrez ces gens-là, ou alors nous allons courir à quelqu'un d'autre ici pour gérer notre centre. Alors où est-ce que vous allez? Alors, évidemment, c'était du bluff un peu, mais il faut le reconnaître, c'est que nous avons mesuré le nombre d'heures tous les ans ici pour veiller à ce que le travail ait été réparti 50-50. Alors, pour ce qui est de la programmation, voilà, on a mis des choses qui mettaient des choses sur place ici qui allaient plaire à tout le monde. Maintenant, je vais parler des résultats. Mais premièrement, j'aimerais vous dire ici, cela est important. Alors, cela résume la stratégie ici. Il y a des gens qui me venaient, puis, oh, voilà, je comprends. Si vous construisez c'est un centre ici, ben, ils vont venir, les spectateurs vont venir. Oh, j'allais leur remettre mon poing sur la figure. Non, pas nécessairement. Alors, il y a des choses qui ont été bien faites. Alors, vous voulez voir notre centre statistique, non pas vu de l'intérieur, mais de l'extérieur également. Nous avons inventé quelque chose qui s'appelle Sound of the City, les sons de la ville. C'est de la musique le jeudi soir. Alors voici à quoi ça ressemble. Au début, il y a quelques centaines de personnes. Cet été, bien, il y avait jusqu'à 5000 personnes qui venaient. Et je veux vous dire ici que cela fait beaucoup de peur ici aux élus de la ville il y a plusieurs années. Alors, ils ont... alors, ils sont venus, pourquoi? Parce que c'était... Alors, il y avait beaucoup de gardes ici dans la foule, parce que c'était la tradition à New York. Il y avait pas très souvent. Alors, si on voyait 40-50 personnes ici qui se réunissaient à un endroit, eh bien, c'est un danger. Et puis, voilà, on a utilisé plusieurs orchestres ici pour mobiliser les gens ici, et ça nous a donné, voyez-vous, une telle réputation ici dans la communauté alors ça commençait à étoffer les choses ici. Alors, c'était pas simplement des mots. Alors, voici à 9h une scène de 9h, un jeudi soir. Et puis, c'était un membre de notre personnel. C'est intéressant, l'un des peu républicains au sein de mon personnel a émis l'idée que nous devions inviter la ville ici pour l'inauguration du président Obama. Alors, il n'y a aucun billet qui a été vendu. Et le prix d'entrée, c'est qu'il fallait apporter de la nourriture en boîte pour la banque alimentaire communautaire, et puis c'était la condition d'entrée. Alors, je vais vous dire ici que c'était un grand succès. Les grands artistes et je peux vous dire ici qu'au sein des gouvernements locaux, c'était vraiment une grande heure de joie. C'est la première fois que Michelle Obama est apparu à l'inauguration. C'était un choc formidable ici qui s'est répandu comme une onde de choc. Jamais n'oublierai ça, ni l'expression sur les visages des gens. Alors, si cette femme-là semble pleurer, et c'était le cas, il y avait des centaines d'autres personnes qui pleuraient comme elle. C'était absolument un moment extrêmement émouvant et fantastique. Alors, nous avons étudié
27% de notre auditoire. Il y a plusieurs milliers qui en achètent toutes les années. Il y a plusieurs milliers de personnes parmi l'audience. 27% de cette audience, de nos auditoires d'audience, étaient d'autres races que les Blancs. Ils étaient intéressés. Voilà, c'est une chose que vous utilisez dans vos efforts, dans votre travail. Et nous ne nous rendions pas compte que ça nous aidait à ramasser des fonds. Les campagnes de financement, sur les grands donateurs, notamment les grands donateurs individuels qui, voilà, se moquent totalement du ballet ou de l'acoustique, voulaient faire quelque chose pour aider New York. Il y en a beaucoup ici qui avaient dans l'art cette notion que la société américaine pourrait s'améliorer. Alors que nous pourrions peut-être faire venir des gens aussi à un endroit sécuritaire où tout le monde était accepté. Et vous voyez, je pense, et voilà, ce n'est pas vraiment scientifique, mais je crois ici que jusqu'à 60-65% des gens, des 50 millions de dollars ici que nous avons collectés, venaient non pas des gens ici qui aimaient les arts, mais qui se préoccupaient de la communauté, de la société, et voilà, qui avaient vécu à New York et qui avaient fréquenté l'université. Et voilà, c'était donc le bon choix. Et puis, alors c'était une chose à la fois bonne et puis intelligente. Bon, très bien, maintenant, je veux passer à la question de l'impact des arts sur les individus. Alors, je veux maintenant un petit peu me plaindre. Je crois ici que nous sommes... Voilà, je pense que nous vivons l'âge ici du désintéressement. Et c'est un des exemples négatifs de quelque chose ici qui a été positif, mais ça a été l'Internet, l'utilisation de tous ces instruments, iPad, etc. Oui, moi, j'ai moi-même tous ces instruments. Je laisse un iPad ici quand je cours. Je lance un pad quand je veux lire le New York Times dans l'avion. Mais le fait d'avoir le sentiment qu'il y a une ligne entre l'utilité et l'addiction, et cela, ça a été franchi. Alors j'avais un AJ-PAC et j'avais le droit ici comme PDG. Et puis, j'ai interdit ces instruments lors des réunions. Mais vous êtes tous des chefs de quelque chose et probablement ça vous est survenu que moi, lorsque vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus le PDG. Hein? Quand vous rentrez chez vous, il y a les enfants. Hein? Et votre famille, et voilà, votre fratrie. Et puis, il y en a beaucoup ici qui ne se parlent plus, mais c'est qui utilisent leur appareil. Hein? Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce cas-là? Et pour moi, il y a une grande partie de ce qui s'est passé de façon-là. Ça ne se ramène plus à une communication humaine. Ça ressemble à une communication, mais c'est déshumanisant, dirais-je. Cela nous isole les uns des autres. Et vous savez que dans certains sens, c'est l'opposé de ce que nous faisons dans nos carrières. Alors, nous ne faisons pas ceci. Nous ouvrons les bras. Alors, voilà, c'est ça notre talent. Et c'est pour ça que nous jouons un rôle spécial. Alors, ma famille, nous sommes à Brooklyn, ici, il y a 2 semaines, et nous avons Andy Moham qui a fait un spectacle. Je peux vous dire que ce théâtre était vibré. Alors, Moham était vibré. Alors que nous avons quitté le théâtre ici, toute l'audience également vibrait. C'était une expérience formidable. Et voilà. On ne peut pas répéter ça sur un petit écran, ou quelle que soit la taille de l'écran d'ailleurs. Alors, par exemple, les arts de la scène en direct, là, sur place, ici, ce qu'ils portent, la façon dont ils se comportent, qui est avec qui, comment ça va se présenter, comment ça va se dérouler. Alors, le lobby, il est en effervescence. Alors, vous, à l'intérieur, vous voyez un espace extraordinaire ici qui n'existe pas dans votre vie quotidienne. Et puis ensuite, les lumières sont tamisées, tout le monde se calme, c'est vous et ce qui est sur la scène. Et puis ensuite, vous commencez à sentir une certaine électricité autour de vous, c'est peut-être des rires, c'est peut-être des réactions de surprise, des pleurs, des larmes. Et vous trouvez quelque chose, ce qui se passe.
si voilà si la qualité est bonne, si l'acoustique est bonne. Alors, ça fait qu'elle n'était pas mauvaise ici dans le lobby. Alors, si l'on fait tous accomplissent notre tâche, on leur donne une expérience et qui est tout à fait spéciale et tout à fait différente de tout ce que l'on peut trouver ailleurs. Aristote a parlé de l'objet du drame, c'est de créer de la sympathie, de la peur, et puis la phase cathartique de ces émotions, la purification. C'est ce qui se passe, lors de spectacles en direct, et seulement là. Alors, si cela est formidable, ce que nous faisons, comment ça se fait que seuls 10% simplement des Américains fréquentent ici des spectacles professionnels directs, en direct. Les gens, voilà, c'est cher, c'est facile de les oublier ici durant les vacances, ça fait partie des raisons. Mais vous avez déjà entendu ça, c'est que maintenant vous allez l'entendre encore une fois, ces propos. Maintenant, je peux parler plus ouvertement. C'est notre faute, parce que ça s'est mis sur un piédestal, tous ces spectacles. Alors, il faut maintenant revenir à un niveau plus démocratique. Et voyez-vous, alors lorsque je travaillais à Carnegie Hall, j'ai appris qu'il y avait un 11e commandement. Vous n'allez pas applaudir entre les mouvements. Lors de la première des sessions au centre artistique, c'est très important pour moi. Ça faisait peur. Pourquoi? Il y avait des raisons. Président Isaac, c'était mon patron à Carnegie Hall, c'était mon président. Je voulais qu'il aime bien ce que j'avais accompli ici. Et puis Isaac Alerta, c'était l'arbitre de l'acoustique. Et on avait déployé tellement d'efforts d'argent ici pour accomplir cet objectif. Et Jacques allait dire un mot négatif, qui allait être en désaccord avec lui. Alors, je voulais qu'il dise de bonnes choses. Et puis il était là avec un quartet, et avec Jamie, Laredo, Emmanuel Axe. Et durant la première moitié, alors le cauchemar est arrivé. Les gens ont applaudi après un mouvement important de quartet, d'un morceau de Schubert. Oh, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai été dans les coulisses pour trouver Isaac à l'entracte. Et l'entracte, voilà, il s'était retiré. Il était dans l'école. Il était retiré dans une salle. Alors, on a pensé. Alors, il était avec Julio, avec une des grandes célébrités de la planète. Julio, vous avez bien joué, mais je voulais m'excuser. Croyez-moi. Alors, cette audience va apprendre, elle va devenir plus éduquée, sophistiquée, va apprendre ici de ne pas applaudir de mouvement. Et j'espère que ça ne t'a pas dérangé. Et il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, Larry, voilà, je te dis quelque chose du fond du cœur. Et la prochaine fois que je joue, tu peux mettre dans le programme que les gens peuvent applaudir durant les mouvements. Et pourquoi pas en 1906, lorsque Beethoven a été joué en première, et c'est le violoniste pour qui c'était écrit, a joué sa propre sonate en le premier et deuxième mouvement, et puis il l'a fait sur un violon avec une corde au-dessus de la tête. Alors, je doute qu'il a applaudi entre les mouvements. Alors, d'où cela est venu? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'un iPod avec son son comprimé et ne peut pas être comparé avec ne peut pas comparer avec ce genre de prestations. Et les Rolling Stones qui ont défini le non-âge, si l'on veut, et qui nous ont donc bâti beaucoup de choses sur la permissivité sexuelle, et qui avaient joué un tel rôle ici pour la rébellion des adolescents. Et bien d'adolescents que moi, qui avait 68 ans, et je crois que, alors si les Rolling Stones étaient là aujourd'hui,
Ils transformaient cette salle d'exécutif en vraiment des idiots qui dansent. Alors nous accomplissons nos tâches avec compétence, continuons sur cette lancée. Et maintenant, je veux parler des arts et du changement urbain. Non, ne sommes pas simplement des exécutifs dans le domaine des arts. Vous êtes des leaders dans vos communautés. Vous êtes des leaders civiques. Oui. Et comme au Canada, je pense ici, c'est que les villes ont besoin d'aide. Et je crois que c'est extraordinaire ici, quand on voit l'effet que peuvent avoir les institutions artistiques pour aider les gens. Carnegie Hall a mené le développement à l'ouest de la 5e avenue. Il n'y avait pas de développement résidentiel. Puis ensuite, on a vu beaucoup. Pourquoi? Parce que Carnegie Hall, alors, c'est renouvelé ici. Lincoln Center a changé tout le paysage entre le Upper West Side et le centre-ville. Alors, le Apollo Theater a attisé le développement. Et ça remonte ici à ce qui se passait en Hollande. Et puis le Sydney Opera House, Cleveland, Pittsburgh, dans toutes ces villes-là. Et ici, le festival de Stratford. Le festival de choses. Alors, l'effet que ça a eu sur Niagara-on-the-Lake, alors ça définit la ville. Et maintenant, ce que Johnny se fait avec du Luminata Festival. Et cela commence à porter des fruits et à jouer un rôle très important. C'est un événement signature qui définit Toronto. Alors, est-ce que les arts stimulent les villes? Mais c'est une histoire fabuleuse pour les villes. Et dans certains cas, les centres-villes proprement dit, les musées deviennent ici les urbanistes et les promoteurs. Pourquoi? Pourquoi ils le font? Parce que ça rapporte beaucoup. Alors les âtres augmentent la valeur des terres autour d'eux. Et alors bon, les gens veulent profiter de cette situation. On voit ce qui se passe sur les concessions. Alors Lincoln Center n'a pas acheté la ville. Et ce n'est les investissements philanthropiques qui ont un effet. Alors voici que toute la hausse des valeurs a été accomplie par des personnes extérieures, des promoteurs, etc. Alors ainsi, ça vous permet de contrôler, de dire les environs immédiats, pas facile à faire. Dans la ville, si vous devenez l'urbaniste, le planificateur, dans la région qui vous entoure ici, vous allez contrôler les choses. Et j'ai trouvé qu'à Pittsburgh, à New York et Cleveland, on a vu qu'il y a tout un vide de planification. Alors, ces institutions artistiques ici peuvent jouer un rôle dans ce qui va être utile pour l'avenir de la ville. Ainsi, à New York, je voudrais dire que le centre artistique, ses activités, le musée de New York et ses activités, a beaucoup aidé à modifier l'idée de ville émeute à ville renaissance. Alors, je vais vous montrer très rapidement certaines des choses que nous faisons. Il y a une chose que nous avons accomplie. Alors, voici le centre artistique. 1, 2, 3. Parc de stationnement. Alors, on a acheté davantage de terrain. On a pu convaincre le gouvernement Kane, achetant les terrains autour de nous, faisons des plans et un jour, nous allons stimuler le développement de ces terrains d'une façon qui va aider la ville, qui va aider les centres artistiques. Et comme vous voyez ici, la ligne rouge, c'est là où ça va notre projet. Au bout de 6-7 ans de travail assidu, je crois que nous pourrons vraiment mettre les choses en place cet été. Lancer ce chantier. Et ce sera, je sais, alors ça sera incroyable pour les gens qui vivent dans les villes à succès. La première gratte-ciel, ça a été subventionné. Il y a beaucoup d'appartements pour les gains moyens, et ça depuis 50 ans. Alors, il y a un club de centre, des piscines avec un centre d'achat au bas, et il y a 10%, ce sera réservé à des personnes qui gagnent peu, sans vouloir vraiment faire de la discrimination.
Et voilà, alors l'objet, c'est donc au rez-de-chaussée, ça doit commencer à créer un ensemble de restaurants, de bâtiments, de cafés, simplement autour du square. Alors ce sera la Piazza de la place de Bruges ou de Ravenne à New York. Et alors j'aimerais vous dire ici que cette ambition était au centre même, au cœur de notre mission. Nous avons même les missions que vous avez sur l'excellence dans les arts, c'était l'apprentissage continu, les enfants, etc. Mais il y avait deux autres missions, une autre mission qui sont, premièrement, c'est d'accueillir des populations diversifiées et ensuite de jouer le rôle ici de moteur ici pour le développement de New York. Alors même avec tous ces édifices, même avec les autres projets autour du centre artistique, il m'est apparu clairement aussi que ce dont avait besoin New York, plus que toute autre chose, c'était l'espoir. Et vraiment un message de succès. Et je n'ai pas utilisé beaucoup de statistiques, mais je vous donne une maintenant qui vraiment nous a surpris. Alors, nous avions un sondage dans notre audience au bout de la première saison et nous avons posé la question, est-ce que le fait de venir ici dans notre centre, est-ce que vous avez changé votre perception de New York positivement? Oui. Oui, ils ont dit que c'est vrai, alors que la majorité des gens venaient de la banlieue. Mais il y a quelque chose qui nous a choqué. 53% des New-Yorkais qui sont venus ont dit vraiment, ça donne une meilleure impression de leur communauté. Alors, si vous pouvez faire en sorte que votre communauté, vos groupes ici, pour ces gens-là ici qui vraiment un meilleur sentiment au sujet d'eux-mêmes et de leur communauté, et c'est quelque chose. 30 ans après les émeutes, c'est là que nous avons ouvert. Et l'image et la réalité changent, et c'est de manière importante. Alors ainsi, voilà, nous parlons des arts qui ont en effet sur la société, ajoutant à la diversité, comment est-ce que les individus peuvent être changés également. Rien de nouveau pour vous. Alors j'espère ici qu'il y a des choses qui vont être utiles. Enfin, mon témoignage, je vais terminer sur une note personnelle. Alors moi-même, ma génération, grand nombre ont été façonnée par les années 60. Pour moi, c'est le moment des droits civils. Ça a été une partie importante de ma maturation, comme la guerre de Vietnam. On a participé aux protestations contre le Vietnam qui ont abouti. Et je dois vous dire ici, je remercie le Canada. Quand je pense au Canada, je ne suis pas venu, mais certains de mes amis qui sont venus se réfugier au Canada. Et voilà, j'ai été fasciné par la révolution sexuelle, féministe, le rock and roll, toutes ces choses ici qui vous ont façonné également. Et comme vous tous ici, voilà, vous faites passer cette expérience dans votre travail. Et comme je l'ai dit au début, alors j'exprime ces valeurs dans mon travail. C'est mon privilège. Mais ce qu'il nous faut faire, c'est de transférer, de passer ces messages ici aux texteurs. Il n'est pas nécessaire de manquer de confiance dans ce que nous faisons. Non, non, pas du tout. Non, il faut s'écrier, il faut vraiment parler haut et fort. Et nous faisons, alors nous sommes très bons. Alors nous ne créons pas ici des spectacles en direct tels que nous. Personne n'a ce même potentiel. Alors ce qu'il nous faut, il faut dire à nos successeurs que les arts peuvent créer des communautés, peuvent contribuer à la société civile. Et cela peut restaurer l'humanité dans un monde qui a besoin de guérison. Merci beaucoup de votre attention. Wow.